19h50 de ce jeudi, la scène politique ivoirienne bouillonne avec l'acquittement de Laurent Gbagbo. Passé l'euphorie d'hier soir, une question taraude les esprits. L'ancien président de la Côte d'Ivoire pourra-t-il retourner dans son pays? Quel peut être l'impact de cette libération sur le processus de réconciliation au pays des éléphants? Parole aux analystes dans cette édition du 19h50. Sur place au Cameroun, l'opposition main dans la main pour la réforme du système électoral. Les principales formations politiques de l'opposition réunies ce jour à Yaoundé regardent dans la même direction vers un code électoral consensuel. Les leaders ont tenu un point de presse perturbé par le sous-préfet qui a tenté de l'empêcher cet après-midi. Question ce soir, cette autre initiative de rassemblement de l'opposition est-elle la bonne? Nous vous ferons revisiter d'autres tentatives qui se sont soldées par un échec. Le bouclier du ministère de la Défense face au tir des organisations non gouvernementales. Le ministre de la Défense ce jour à l'Assemblée nationale a répondu aux accusations de Human Rights Watch au sujet des exactions des militaires sur les populations civiles. Nous l'écouterons dans cette édition. Et puis, en culture, le concert virtuel pour la cause des enfants autistes en direct de vos écrans. L'artiste ivoirien Mewé sera sur la scène avec d'autres noms de la musique camerounaise pour lever les fonds et solliciter la générosité de tous. Voilà pour le sommaire. Il est 19h50, donc bienvenue à ce journal. La presse a lancé l'alerte. Les associations de défense des droits de consommateurs se sont affolées. Le ministre du Commerce sur le marché pour jauger effectivement. Il existe à très long terme des risques de pénurie et d'affolement des prix sur le marché camerounais. Mais pour l'heure, les autorités et certains géants de la distribution affirment que la cote d'alerte n'est pas atteinte. Constat de terrain avec Alain Ghislain Kanga et Luc Vaudon. Bruit de hausse de prix et pénurie sur le riz, poissons et autres produits de première nécessité. Le premier à sonner le démenti ce jeudi, c'est le secteur du poisson. La rareté du maquereau Oya Oya, qui se fait ressentir pour le moment sur le marché national, n'est pas une spécificité camerounaise. Il se trouve tout simplement que nous sommes en période de reproduction, ce qu'on appelle généralement la période de repos biologique. Dans la distribution de l'huile, la farine, du savon et ici du sucre, les acteurs assurent qu'il n'y a pas de surenchère. J'ai dû faire un effort conséquent en matière de logistique et de sensibilisation de réseaux de distribution pour être sûr qu'il n'y ait pas de spéculation dans ces moments de haute consommation. Le morceau c'est 17 000 au carton, le sachet c'est 16 000. Bon, nous respectons les prix homologués par le ministère. Le paquet c'est 650 francs dans les petites boutiques en détail au quartier. Mais tout danger n'est pas écarté, car l'environnement mondial, avec le Covid, perturbe l'approvisionnement des pays peu producteurs. Le riz d'Asie, le blé russe ou même le clinker pour le ciment et autres connaissent des hausses. La faible disponibilité de certains produits a mené certains États à restreindre leurs exportations. Fort heureusement, en ce qui concerne notre pays, grâce aux mesures anticipatives qui ont été prises, nous avons acheté, nous avons commandé avant que ces différentes mesures restrictives prises par les États ne deviennent effectives. En gros, si ces indicateurs induisent la surenchère chez certains détaillants pour les produits de consommation de masse, les pouvoirs publics encouragent la consommation en gros et donc des achats groupés et la dénonciation des tricheurs sur l'étiquette, pourvu que ne dure plus longtemps le Covid-19. On reste dans les marchés. Le coût du livre du primaire est fixé à 1 800 francs CFA. Ils doivent être disponibles dans nos marchés et librairies. C'est ce que souhaite le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques qui a organisé un entretien face-to-face entre imprimeurs et éditeurs locaux ce jour à Yaoundé. Objectif, mettre sur pied des stratégies pour satisfaire la demande à la prochaine rentrée scolaire. Karel Mezatia-Choya et Bertrand Sassi. C'est pratiquement monnaie courante. À chaque veille de rentrée scolaire et même pendant, les livres manquent dans les cartables des élèves, du primaire surtout. Évocation des causes attribuées à cette pénurie, ainsi qu'au retard d'approvisionnement dans nos marchés avec les imprimeurs et éditeurs locaux. L'industrie
graphique locale camerounaise n'a pas été mise à contribution et que les imprimeurs locaux industriels n'ont pas été associés à la production et à la fabrication du livre. C'est au niveau de l'impression. Là, on a souvent des problèmes parce qu'il manque de logistique. L'État a décidé de leur faire confiance en leur attribuant 50% du marché de production. Mais le challenge est grand et les contraintes nombreuses pour satisfaire les près de 5000 élèves répertoriés par le ministère de l'Éducation de base sur le triangle national. Il y a la contrainte du temps. Nous sommes en avril, nous devons avoir les livres début juillet. L'essentiel, la matière première qu'ils utilisent est importante. Comment vont-ils faire pour que ces intrants soient importés à temps, arrivent au Cameroun et qu'ils fabriquent les livres? Le livre de l'école primaire qui fait 6 ans doit être cousu, pas collé. Je dis bien cousu. Vous avez ces ressources? Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques veut des garanties de ces acteurs de la filière du livre pour pallier la pénurie à la rentrée scolaire prochaine. Les plateaux techniques sont là. Je vous dis que le niveau de commande qu'on a en ce moment ne pose aucun problème. Ces imprimeurs et éditeurs disent être capables de relever le défi. Ils peaufinent leur stratégie ce 1er avril à Yaoundé. C'est tout l'enjeu de ce B2B. La saison des pluies se prépare dans le Diamaré. La ville de Maroua se part à drainer les eaux de pluie de manière à sécuriser les populations. Souvenez-vous, de nombreux cas d'inondation avaient été enregistrés dans cette zone. La mairie a lancé un vaste chantier de construction de caniveaux et drains qui devrait servir. Le préfet Jean-Marc Ekwambaga était sur le terrain pour s'en assurer. Aimé Catherine Moukouri et Aminou Alioum pour plus de précisions. Ici, le souhait de ne plus revivre les inondations de la dernière saison des pluies, celles qui avaient causé de gros dégâts, comme la chute du pont de Palard et d'autres poteaux électriques. Dans la ville de Maroua, de vastes travaux de construction de drains sont en cours. Quand vous voyez un peu le niveau d'eau que les maisons reçoivent souvent pendant la période des pluies, vous comprenez qu'il était temps que l'autorité municipale, ou même la ville, prenne l'autoroute Carlecom et qu'il assainisse ces drains. Le préfet du Diabaré a fait le tour des quartiers Lopéré, Sararé, Bicordé, dans les communes de Maroua 2 et Maroua 3, pour s'enquérir de l'avancée de ces constructions. Tout simplement encourager M. le maire pour que d'autres dispositions plus importantes soient prises pour qu'on construise le drain en bonne et due forme. Parce que la terre peut continuer à s'effondrer et venir encore remplie d'alluvions, tout le travail qui a déjà été abattu. Donc je voudrais tout simplement appeler également les populations à beaucoup plus de civisme, que le drain n'est pas un dépotoir d'ordures ménagères. Des populations sensibilisées par Jean-Marc Ekwambaga qui se réjouissent de ce chantier salutaire. Ça permet de récupérer toutes les eaux de pluie et les renvoyer dans le maillot. Avant, les eaux trouvaient la rigole bouchée et s'éparpillaient dans le quartier. Ces actions menées par le maire Sali Babani sont aussi dans le but de redonner à Maroua son titre de plus belle ville. Les engins, après ces étapes, se déploieront à Gaclé, à Maroua 1er. Alors que les autorités durcissent le ton au sujet de la pandémie du Covid-19, le laxisme des populations est sans pareil, tandis que les chiffres grimpent, le respect des mesures barrières baisse dans leur application. Voyons cela sans mélima avec Aimé Catherine Moukouri et Emmanuel Koueta. Contrairement à l'an dernier, quand la crise faisait ses débuts, les grands espaces comme les marchés dans la ville de San Minima n'ont plus à leur entrée des points d'eau. Cependant, certains commerces continuent de disposer le nécessaire pour le lavage des mains. Parlant du port du Cache-nez, c'est une autre affaire. Sur 10 habitants rencontrés, seuls 3 portent un masque et à chacun sa justification. On n'a pas du corona, mais le problème est que c'est que le bon Dieu qui nous protège. Parce que porter même le Cache-nez, ça donne encore une autre maladie parce qu'on a un problème de respiration. C'est pour cela toutes les mesures, on ne peut pas les respirer, on ne peut pas les respecter en fait. Parce qu'on peut porter le Cache-nez, mais mon frère, je ne peux pas éviter mon frère constamment. S'il vient aujourd'hui là, si je respecte 1 mètre, après quelques minutes, je vais les oublier. Après les salutations, on ne va pas tout respecter. Bon, la seule chose qui nous donne confiance, c'est que nous, on se comporte comme si on n'avait jamais cru que ça existait. Et tant que ça nous a tué, on dit merci à tuer. Pourtant, ici, la dangerosité de la pandémie n'est plus à démontrer. Je n'ai pas de médicaments qui me permettent de résister au corona. Mais
je sais que le Covid existe dehors et que cette maladie règne partout là. Et on sait que, bon, et on a des mesures barrières. Par exemple, quand on porte un cache-nez, ça met la population des animaux, ça ne rend pas compte qu'il existe bien et belle. Les attitudes imprudentes sont récurrentes. L'on s'ajuste le temps d'avoir accès à une église, un lieu administratif, où le contrôle est systématique. Mais dans les rues, la Covid-19 rôde encore. De nouvelles innovations à venir dans la ville de Douala. Le but ici est d'améliorer les conditions de vie des populations. Déclaration du maire de la ville se joue au cours du conseil communal. Roger Mbassadine se félicite de l'amélioration de la voirie urbaine, de l'éclairage public et surtout des dettes épongées à la communauté urbaine de Douala. Mireille Florne de Fofotso et Marius Kosso pour les précisions. L'assainissement des trottoirs va se poursuivre. La phase de sensibilisation étant passée, il ne reste plus que celle d'exécution, qui démarre dans quelques jours, a déclaré le maire de la ville, qui dit avoir l'adhésion de la population dans cette action-là. Il s'exprimait ainsi lors de la session ordinaire du Conseil de la communauté pour le premier trimestre de l'année 2021, consacré à l'examen et à l'adoption du compte administratif. Comme vous avez pu constater, nous avons réussi au cours de cet exercice à atteindre un record absolu en matière de recettes, nonobstant la crise du Covid-19. Le préfet qui présidait les travaux est satisfait des résultats obtenus. Ce que je retiens, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un fort taux de réalisation du budget 2020. Et c'est pour cela que j'ai tenu à rendre un vibrant hommage à l'exécutif. L'exécutif communal s'engage à rendre viables les conditions de vie des populations. Jusqu'ici, l'éclairage public a été amélioré, tout comme la voirie publique. Nous allons mettre en place ces politiques. Il y a des autorisations dont nous avons besoin, des autorisations d'acquisition foncière, des autorisations d'équipement des services de la ville. Les recettes sont évaluées à 44 milliards 800 millions 827 288 francs CFA et les dépenses qui s'élèvent à 43 milliards 706 millions 229 281 francs CFA et les dépenses sont élevées à 43 milliards 706 millions 629 281 francs CFA. En politique, je vous le disais en titre, les principaux partis d'opposition majeurs se mettent ensemble pour la réforme du code électoral camerounais. Annonce faite ce jeudi à Yaoundé au cours d'un point de presse en présence des grandes figures de l'opposition ici en images et la communication. La communication faite juste après a failli se voir interdit par le sous-préfet de Yaoundé 1er qui a fait irruption dans la salle juste au moment où les responsables se préparaient à rendre publique la déclaration. Retour sur ce point de presse controversé avec Daniel Anissé-Moudier et Constant Kanga. Nous sommes au siège de l'Union démocratique du Cameroun ce jeudi. Tous les éléments sont réunis pour que débute enfin le point de presse. Soudain survient un intrus, le sous-préfet de Yaoundé 1er, accompagné des forces de maintien de l'ordre. La présidente de l'UDC contraint l'autorité administrative en huis clos pour lui expliquer l'objet de la rencontre. Autour de la table, Maurice Kamto, Cabra Libi, Joshua aussi et les autres leaders de la coalition commencent à perdre patience. Les tensions montent, certains leaders quittent la salle des travaux. La presse reste sur place. Puis Après de multiples concertations et des coups de fil entre l'autorité administrative et le préfet, la réunion peut enfin se tenir. La déclaration tant attendue est rendue publique. Ces principaux partis de l'opposition ont décidé de s'unir pour la réforme du système électoral, système qui, selon eux, présente beaucoup de manquements. Nous ne pouvons pas immédiatement vous dire, bon voilà, il y a nous à notre niveau ici, chacun peut déjà avoir quelque chose. Mais on ne peut pas déjà clôturer
ces manquements? Le débat n'est plus sur ces manquements. Pour ceux qui n'en trouvent pas, tant mieux. Mais pour ceux qui en trouvent, ils ont jusqu'au 15. Si au bout, il n'y en a pas, d'accord, on vous convoquera, on vous dira on n'a pas trouvé de manquement, le code est bon, on continue. Une plateforme de discussion est mise en place par les principales parties concernées. Elle est chargée de recueillir jusqu'au 15 avril des propositions de tous bords visant à mettre sur pied un système électoral crédible. Mais nous allons réfléchir avec deux actions. Une action sur le code électoral consensuel qui va toucher notamment le système électoral et une action sur les modifications des dispositions pratiques. Ces principaux leaders de l'opposition annoncent dès le 15 avril la mise en place d'une stratégie qui va contraindre le pouvoir en place à revoir le système électoral. Cette énième coalition de l'opposition sera-t-elle la bonne? Enfin, la question revient après la mise en place du cadre républicain de l'opposition et de la société civile pour la réforme du système électoral, évocation des essais transformés et actes manqués dans le cadre des synergies d'action des opposants camerounais et les effets attendus sur cette nouvelle plateforme. Analyse de Rodrigue Tongué. Doit-on dire le rocher de Sisyphe en voyant ces leaders de l'opposition coalisés pour la réforme du système électoral? Pas non tout de suite, car par le passé, et malgré de nombreux échecs, la jeune opposition camerounaise a connu des fronts productifs. Parmi les plus emblématiques, celui qui a abouti au résultat honorable obtenu par John Fundi à la présidentielle de 92, ou la tripartite et son avatar, la Constitution de 1996 et plus tard, les urnes transparentes, l'informatisation et la biométrisation du fichier électoral, et même encore l'avènement du code électoral. Pour toutes ces occurrences, on a toujours vu en amont une opposition coalisée et dont la démarche a parfois été oxygénée par la société civile. Mais parfois aussi, ces fonds de circonstances ont fait chou blanc. En raison certainement d'une participation quelque peu fébrile de certains maillons de la chaîne, à cause de retournements de veste subites ou de travestissements purs et simples de quelques têtes de pont. Le cas du G7 de l'opposition au lendemain de la présidentielle de 2011, l'impossible coalition des cadors de la présidentielle de 2018 et récemment encore, la coalition Mornay prévue pour les marches du 22 septembre 2020 sont parlants. Mais l'enthousiasme de certains leaders de la plateforme d'avril 2021, celle de ce jour, indique que le prétexte est suffisamment structurel et motif de survie de l'opposition. Le pas assuré de Maurice Kamto, le caractère volcanique de Pierre Kwemo ou déterminé de Cabral Libi qui se mêlent à la fougue de Tomaino Ndamjoya et les manœuvres de Joshua aussi amènent leurs équipes à affirmer que les leaders fonceront tête baissée vers une réforme consensuelle du système électoral dont les piliers sont le bulletin unique, la réforme de la composition des commissions mixtes locales, le rôle et la structure des LECAM ou encore les élections à 2 tours, pour ne citer que cela. À condition que les conflits de leadership, les égos, les courses vers la soupe, le parjure, ne viennent pas lézarder ce cadre républicain. Car il s'agit ici de suivi de l'opposition et simplement de vie sous nos latitudes après le renouveau. Les longues heures de travaux mercredi jusqu'à tard dans la nuit, la hargne affichée ce jeudi devant le sous-préfet de Yaoundé 1er sont peut-être de bon augure. Et c'est connu de tous, on reste en politique cette fois en Côte d'Ivoire. Depuis hier, Laurent Gbagbo est définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Ce blanchiment par cette juridiction internationale suscite un déferlement de joie parmi ses compagnons de lutte. Cependant, jette-t-elle les jalons d'un possible retour au pays des éléphants lancés depuis quelque temps dans le processus de paix et de dialogue social? Martial Zanga, internationaliste, donne des esquisses de réponse dans cet élément signé Charles Robert Itoke et Thierry. Une humiliation en Mondjovision qui ouvre les portes à 10 ans de bataille judiciaire, soldée par un blanchiment total par la Cour pénale internationale. La joie est immense parmi ses camarades de lutte. Je suis très heureuse. Ce qui m'a beaucoup frappé dans la crise ivoirienne, c'est que c'était comme des travaux pratiques du néocolonialisme. On l'a humilié, on l'a battu, c'est ce que Gbagbo faisait. C'était un peu aussi sa lutte pour l'indépendance. Une fois acquitté par la CPI, est-il possible de voir la bête noire de la France-Afrique tenter un retour en Côte d'Ivoire? Vous avez deux perspectives. La première, c'est la perspective judiciaire. C'est
de créer ce qu'on appelle un incident contentieux dans l'exécution de la décision de la sentence pénale rendue par la Cour d'assises d'Abidjan. La provision de l'article 714 du Code de procédure pénale de la Côte d'Ivoire prévoit, n'est-ce pas, que cet incident contentieux puisse être porté à la connaissance de la Cour qui a rendu la décision. Et l'article 715 donne l'éventualité d'un jugement en incident qui peut suspendre l'exécution de la sentence. L'option de cette voie judiciaire a-t-elle une chance d'aboutir? Ces chances sont minimes. On sait que par l'initiative et de Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme a, s'agissant de l'affaire Laurent Gbagbo, demandé à la Côte d'Ivoire de supprimer la mention des accusations pénales de son casier judiciaire. Ce qui, somme toute, revenait à dire que pour le juge africain des droits de l'homme, le jugement rendu par le juge ivoirien était entaché d'un certain nombre de vices. Si la procédure judiciaire semble étriquée, le front politique pourrait-il être favorable à Laurent Gbagbo? Il me semble qu'il faut plutôt privilégier cette voie politique pour prononcer éventuellement soit une grâce, soit simplement une amnistie, afin éventuellement de préserver le climat social dont on sait qu'il a été tendu et qu'il continue d'être tendu en Côte d'Ivoire. Malgré ces esquisses de réintégration au sein du tissu social ivoirien, l'éventuel retour de Laurent Gbagbo pourrait-il avoir un impact véritable dans la paix et le dialogue social prôné au pays des éléphants? Donc je pense qu'aujourd'hui, où il est question qu'il y ait une réconciliation, on ne pouvait pas faire la réconciliation sans la présence de Laurent Gbagbo. La chose qui reste un fait est que malgré l'acquittement de la CPI, Laurent Gbagbo reste poursuivi par les juridictions ivoiriennes. Parlons de ces coupures intempestives d'énergie électrique au Cameroun ces dernières semaines. Les ministres de la Communication et le ministre en charge de l'eau et de l'énergie s'expliquent qu'ils étaient face à la presse ce soir à Yaoundé. Les membres du gouvernement sont revenus de fond en comble sur les raisons réelles de ces coupures à répétition à l'origine de nombreux dégâts, notamment sur les populations et dans les ménages. Je vous propose d'écouter tour à tour René Manuel Sadi et Gaston Eliundou Essomba. Ils sont ministre de la Communication et ministre de l'eau et de l'énergie. Au nombre des explications avancées, il y a notamment les problèmes que connaît le segment de transport de l'énergie électrique, lesquels impactent la qualité de service à travers les pertes techniques, la vetusté du réseau de transport, le vandalisme sur les pylônes, la surcharge et l'insuffisance des postes sources, la carence dans la maintenance des infrastructures. À cela s'ajoutent d'autres problèmes en matière de transport et de distribution de l'électricité. Les causes des interruptions sont multiples. Du fait de la forte croissance démographique, certains équipements de transport et de distribution d'électricité sont aujourd'hui surchargés. Certains transformateurs sont sollicités au-delà de leur capacité de fonctionnement. Cette situation engendre des déclenchements des lignes de distribution suivis naturellement des rationnements. Il arrive aussi que les délestages soient opérés par les opérateurs dès lors qu'ils se rendent compte que certains transformateurs sont en train d'être sollicités au-delà de leur capacité. C'est également le cas lorsque les opérateurs procèdent au remplacement des poteaux bois pourris par des poteaux en béton ou alors lors des travaux de maintenance sur les lignes de transport. Une autre cause de délestage est la chute des poteaux. Le parc actuel évalué au niveau national à 1 300 000 poteaux bois est à 60% vétuste.
Voilà donc les explications du gouvernement au sujet de ces délestages à répétition dans notre pays. L'actualité de ce jour, également à l'Assemblée nationale, était marquée par des questions orales aux membres du gouvernement. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a été interpellé sur les violations des droits humains par des militaires camerounais. Une affaire qui a récemment fait l'objet d'un rapport d'une organisation non gouvernementale. Joseph Betty Assomo est monté au perchoir pour faire la lumière. Voyons cela avec Delphine Fonkotene et Serge Alain Ziebou. L'armée camerounaise dépeint en noir au-delà de nos frontières. Une attaque de trop contre nos soldats, engagés au front de la défense, du maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Nous nous disons qu'il y a là certainement une volonté de démoraliser les militaires, démoraliser la troupe. Et comme ça, on peut obtenir par d'autres voies ce qu'on n'a pas pu obtenir sur d'autres terrains. Dans l'un de ces récents rapports, une certaine ONG accusait nos vaillants soldats d'avoir, lors de leurs opérations, agi en violation des droits de l'homme. Une notion pourtant bien assimilée par nos hommes en tenue. Les droits de l'homme et les droits humains font partie des curricula de formation des hommes. Tout niveau confondu, du simple soldat à l'officier. C'est depuis l'école, les centres d'instruction, ce que c'est que les droits de l'homme, les droits humains et à quoi ils s'exposent en cas de violation de ces droits. Interpellé sur cette question ce 1er avril à l'Assemblée nationale, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense monte au créneau pour dénoncer les misères de nos militaires. Nous enterrons des hommes parfois étêtés, sans tête. Les militaires découpés, nous n'en faisons pas la moindre publicité. Nous les enterrons dans la dignité. La grande muette reste muette, mais agit. Les répressions à l'endroit de ces soldats se font d'ailleurs sans état d'âme. Nous avons ici à Yaoundé, derrière le ministère de la Défense, une prison militaire. Il n'y a pas dans le pays une maison d'arrêt qui ait un régime draconien comme celui-là. Les exploits de l'armée camerounaise salués pour l'occasion par les membres de la Chambre basse du Parlement, qui, au nom du peuple camerounais, encouragent nos soldats à toujours servir avec honneur et fidélité. Et toujours dans l'armée, une nouvelle cuvée d'officiers gendarmes sur le terrain pour faire face aux actes de terrorisme. Ils sont 70 au total qui ont passé 7 mois sur le sentier d'une formation de renforcement des capacités à l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Des efforts couronnés ce jour au cours d'une cérémonie solennelle à Yaoundé. Alain Ghislain Kanga et Michel Foucault y ont pris part. C'est une nouvelle corde à leur arc, l'acquisition des techniques en matière de lutte contre le terrorisme. Ces officiers, 70 au total, ont la particularité d'être des officiers issus des rangs et désormais dans le cercle des meneurs d'hommes. En réalité, dans la gendarmerie, l'officier, au-delà de la valeur intellectuelle, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est une façon d'être. En plus de la lutte contre le terrorisme, les modules de formation ont été axés sur le combat contre la cybercriminalité et le maintien de l'ordre. L'objectif est d'adapter le personnel à faire face aux nouvelles menaces à l'ordre public et à la paix sociale. En termes de valeur ajoutée, ça leur a permis de pouvoir être en aptitude de commandement pour ce qui est des pelotons et des escadrons de gendarmerie. Mais aussi, ça leur a permis de développer des compétences dans le domaine de la direction des enquêtes et des opérations en matière de police judiciaire, surtout les investigations liées aux crimes ou à la gestion des scènes de crimes terroristes. Administrer des hommes et les évaluer seront désormais leur quotidien, ce qui nécessite une certaine attitude. Je ne doute pas un seul instant que vous faites partie de ces espèces d'officiers rares qui croient encore à la vertu au moment où les valeurs se font de plus en plus rares. Je vous prescris la tolérance zéro pour les cas avérés d'indiscipline. Cette 42e promotion a également pour mission d'aboutir à un changement radical des mentalités au sein de la gendarmerie nationale. Voilà qui met un terme à cette édition du 19h50. Au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une belle soirée sur notre antenne et à demain, 19h50. Bonsoir.